Bonjour, notre intervention ce soir est intitulée L'art de comprendre chez Hans-Georg Gadamer entre méthode et vérité. Schleiermacher et Resulté, Heidegger et Gadamer, l'herméneutique constitue la tâche ouverte de comprendre. Elle prend en charge des formes de vérité qui ne sont pas de l'ordre de la transparence, de l'intuition ou de l'objectivité positive. L'œuvre d'art, les textes du passé que nous livre la tradition, l'expérience historique elle-même. Elle émerge ainsi là où un sens est possible, mais où la saisie immédiate d'une vérité est exclue, elle apparaît comme nécessaire quand la méconnaissance et la mécompréhension sont de virtualité. Comme l'art d'éviter le malentendu et le contresens, l'herméneutique se substitue à la démarche scientifique explicative et intervient quand elle n'est plus possible ni pertinente. Au lieu de proposer une méthode de la vérité, l'herméneutique considère la compréhension ontologiquement comme phénomène, fait et expérience jamais absolue, toujours fragile et provisoire. Le sens n'a lieu que quand nous nous confrontons à l'altérité radicale du passé du texte de l'autre. De manière constitutive, la compréhension est exposée ainsi à son échec, à sa relativité, à sa finitude. Comment continuer à interpréter en mesurant pleinement ce risque? Vérité et méthode, 1960, l'obis magnum de Hans-Georg Gadamer entreprend de répondre à cette question. Comment continuer à interpréter en mesurant pleinement ces risques? Nous l'explorons comparativement avec son recueil de conférences intitulé Le problème de la conscience historique, 1958, et afin d'exposer les grandes lignes de son herméneutique philosophique. Vérité et méthode dans Gadamer, ce n'est plus un nouveau-né de la littérature philosophique. Ce n'est même plus qu'un adolescent qui, passant la frontière linguistique de Rennes, est venu élire domicile en pleine francophonie. Paris en 1960 et en 1965 pour la 10e édition, ce traité d'herméneutique philosophique vient seulement après de nombreuses péripéties interprétatives dont nous tirons le détail de voir le jour en traduction française, traduction par Sacre, révision par Ricoeur. En son temps, l'ouvrage de Gadamer a fait figure de pionnier et de guide pour l'herméneutique. Bref, c'est un classique, non seulement que l'on ne devait pas ignorer, mais sur lequel on pouvait résolument tabler. Serions-nous trop injustes à son égard en disant qu'à présent, son audience nous semble plus large en milieu francophone ou méridional, Italie par exemple, qu'en Allemagne elle-même. Nous montrons sur quoi repose cette constatation concrète, d'où l'on ne peut en aucune façon conclure que l'ouvrage serait passé de mode. Cependant, le regard neuf et peut-être davantage dépolitisé avec lequel nous accueillons cette traduction rendra à la pensée de Gadamer une nouvelle jeunesse et nous permettra d'en mieux percevoir l'impact, plutôt que de développer chapitre par chapitre le détail de cet ouvrage, chose qui s'est déjà faite ici même, attachant d'en réussir la pointe à l'aide de quelques thèmes centraux. En philosophie, il n'est pas courant d'accorder le droit de citer à des concepts tels que tradition, autorité, présupposé. Par ailleurs, le théologien dressera l'oreille, et que c'est une oreille secrètement ou même ouvertement bienveillante au philosophe qui vient si sympathiquement à sa rencontre. Mais quand que l'on se trompe, le propos de Gadamer n'est en aucune façon théologique.
Il a élaboré une philosophie de la compréhension, une analytique de comprendre dans les sciences humaines qu'est-ce qui garantit l'objectivité de la méthode du sens de l'esprit aux sciences humaines. Tel est l'enjeu de la recherche. Pour ce faire, Gadamer s'appuie sur l'analyse de deux sphères d'expérience. L'expérience esthétique, première partie, et l'expérience historique, prise comme exemple méthodologique de ce qui se passe au niveau des sciences humaines et sociales, deuxième partie. Ces deux sphères renvoyaient à une expérience plus fondamentale qui le traverse, à savoir celle du langage. Troisième partie, inflexion de l'hermétique sur la conduite du langage. Excellent connaisseur de l'histoire de la pensée, aussi bien de l'Aufklärung que de la pensée romantique allemande, Gadamer montre dans la deuxième partie combien l'Aufklärung, avec son idéal d'une pensée dépourvue de préjugés, autoposition transparente à soi, s'oppose à la réhabilitation romantique du préjugé, de l'autorité et de la tradition. Par-delà le juste critique qu'il nous faut adresser aux fondateurs et représentants de l'herméneutique romantique, Schleiermacher, etc. Gadamer s'interroge sur la question de savoir si la philosophie ne consistait pas à reconnaître la situation qui est la sienne dans l'histoire de la pensée et assumer ainsi l'héritage culturel qui lui vient de son passé. À la limite, le développement d'une philosophie de jugement serait le vœu et l'héritage de l'Aufklärung. Tandis que la pensée romantique s'efforce de réconcilier l'acte de la pensée avec le passé de la tradition. Or, le cogito représentait peut-être un intérêt moindre pour le public français, dans la mesure où il concernait l'histoire de la philosophie allemande, deuxième partie, premier chapitre, et les citations du concept de l'esthétique, première partie, premier chapitre, comprend cependant une importance sous-section consacrée à l'esthétique consciente et la pensée par soi. Ne s'oppose-t-il pas irréductiblement à la pensée que nous vient d'un autre, celui-ci étant la tradition ou l'autorité? On peut aisément supposer que pour Gadamer, l'accueil de la tradition n'est pas la vénération naïve du passé, que le respect de l'autorité n'est pas l'obéissance à l'égard du pouvoir, ni que la valorisation du préjugé n'est pas la canonisation d'une pensée qui agirait par précipitation, juger trop vite ou par prévention, suivre la coutume, l'autorité. C'est en effet en réalisant Heidegger que Gadamer en vient à dépasser la position romantique du problème herméneutique autant que la position de Delteil. Le cercle herméneutique chez Heidegger, paragraphe 31, dans Être et temps, décrit la situation dans laquelle tout acte de compréhension surgit. La saisie compréhensive s'établit sur la base d'une précompréhension d'une structure d'anticipation, étant en ce sens d'un préjugé. De la sorte, Heidegger fonde le cercle herméneutique du sens de l'esprit sur une structure d'anticipation qui appartient à la position même de notre être dans l'être. Quant au concept d'autorité, il ne se fonde pas sur l'arbitraire d'un pouvoir, mais sur la reconnaissance. L'autorité repose sur la reconnaissance parce qu'on sur un acte de la raison même qui consciente de ses limites, accorde à d'autres une plus grande perspicacité. Enfin, de compte, c'est la tradition qui a autorité dans la mesure où la structure d'anticipation de comprendre sont régies de toute l'épaisseur d'une tradition culturelle. Il se suit que la raison ne se trouve plus pluralement opposée, mais en rapport dialectique avec la tradition et l'autorité. Ces réflexions de Gadamer ont suscité l'intérêt du théologien
car elle nous proposait une ouverture de la raison à l'histoire, sans que pourtant la raison perd ses droits et que l'histoire se voit enfermée dans un carcan interprétatif unique. C'est donc le concept de raison historique qui s'annonce dans l'hermétique de Gadamer, qui ouvre la voie du côté de la théologie à la reconnaissance de l'impact des événements sur le devenir de la raison. Car c'est bien là le paradoxe de la raison historique. D'une part, elle est offerte aux événements du passé et du présent qui enrichissaient la compréhension qu'elle a de soi. Mais de l'autre, elle n'est possible que sur la base d'un soi, d'une autocompréhension qui lui permet de rester rationnelle au moment où elle se tourne vers ce que pour elle est l'autorité même. La raison est donc en perpétuel devenir, mais elle ne devient que ce qu'elle est secrètement éclairant cet aphorisme en s'éloignant ses implications du côté d'une pensée de la finitude et d'une ontologie de langage, en ouvrant la raison à une analyse à degré de comprendre que Gadamer dépasse Heidegger, car la structure d'anticipation qui définissait le préjugé s'est grossie de la tradition qui interpelle le jugement. Mais le cercle ainsi ouvert ne peut se boucler dans une interprétation rationnelle de l'historique. En récisant le passé, l'interprétation de l'histoire projette un horizon de compréhension qu'elle ne peut jamais rejoindre. Il n'y a pas de savoir absolu de l'histoire, et le cercle herméneutique détermine la situation de finitude à laquelle l'homme ne peut échapper. La finitude est ainsi le contrepartie de l'historicité qui marque le cercle herméneutique de la raison et de l'histoire. Le préjugé est l'horizon de prison. C'est la finitude de proche dans son ouverture sur le lointain pour le cœur. Soir et vérité, page 38, édition française. La finitude transforme le devenir historique de l'homme et de la culture en structure d'historicité. Dans une telle perspective qui signifie toutefois l'universalité de la raison, si la raison devient ce qu'elle est, ne faut-il pas faire porter la question sur l'être de la raison? La difficulté est réelle dans la mesure où l'herméneutique de Gadamer se poursuit à travers trois types d'expériences, trois régions particulières de l'herméneutique: la conscience historique, la conscience esthétique et le rapport de langage. Si, comme le dit Ricoeur, l'herméneutique de Gadamer prétend bien être une critique de la critique ou une métacritique, entendant de texte à l'action. Oui. L'œuvre de Ricoeur, ou une métacritique, entendant une herméneutique philosophique de l'herméneutique esthétique, autant que l'herméneutique historique, etc. Comment va s'opérer ce retour vers l'universalité de la raison à partir des régions particulières? C'est le langage qui, pour Gadamer, est le milieu où se découvre un accord plus fondamental que toute la dispersion de faisceaux d'interprétation. L'entente se produit dans le dialogue, qui est à la fois le milieu et la médiation où l'être prend sens. L'initiative issue de l'agir de la chose elle-même, de sa venue au langage, renvoie à une structure ontologique universelle, à savoir la constitution fondamentale de tout ce vers quoi la compréhension peut se tourner, l'être qui peut être compris et le langage. Et Ricoeur d'ajouter l'élément universel qui permet de régionaliser l'herméneutique, c'est le langage lui-même, l'accord que nous porte, c'est l'entente dans le dialogue. La méditation de Gadamer s'achève donc par une ontologie de langage où le concept d'universalité détermine ce que dans le devenir de raison finie empêche ce mouvement de se perdre dans le flux d'une interprétation sans cesse reprise et sans cesse portée en avant d'elle-même. Tirant le corollaire de reprise,
le corollaire de vérité méthode pour la tautologie, dans la mesure où la foi chrétienne a partie étroitement liée avec les données de notre culture, la philosophie est amenée à se tourner vers l'héritage de cette foi, tandis que la théologie ne doit plus, en premier lieu, viser à garder ses distances à l'égard de la philosophie, sous couleur de défendre le droit de l'historique, l'événement du salut, face à l'autocompréhension de la raison. Plus fondamentale que cette distinction entre philosophie et théologie, la réflexion sur la parole permet de comprendre comment le langage nous situe dans une expérience historique. Comment il confère par la grâce de cette médiation un contenu de réalité à notre subjectivité ponctuelle. Comment l'appropriation du langage ne se ressent que dans le consentement au risque d'une désappropriation de soi. Comment la saisie du sens n'advient que dans le dessaisissement du sujet. L'on comprend ici la traduction qu'emploie tantôt langue, tantôt langage pour Sprache. Peut-être aurait-il mieux valu unifier la traduction. Par ailleurs, Sprachlichkeit est traduit par élément langagier. Nous voudrions enfin, à propos de la traduction de vérité méthode, rappeler le débat entre l'herméneutique et la critique des idéologies entre Gadamer et Habermas. On trouvera dans un article de recueil, article déjà cité, une brillante confrontation de ces deux pensées ainsi qu'une tentation, non de le réduire l'une à l'autre, mais de déterminer l'espace où chacune peut, de son lieu propre, laisser retentir l'exigence de l'autre. À l'herméneutique de tradition, au sens où longtemps Gadamer s'oppose l'ensemble des sciences sociales critiques d'Habermas. La théorie d'Habermas consiste à mettre à jour les différents types d'intérêts qui portaient le discours scientifique, culturel et philosophique de l'homme. La clé de voûte de ces intérêts réside dans l'intérêt pour l'émancipation, lequel est précisément mis en œuvre dans les sciences sociales critiques. Cet intérêt est tout orienté vers le futur de la libération de l'homme, alors que même si elle fait droit à la dimension historique du présent et de l'avenir, l'herméneutique de Gadamer privilégie le passé d'une tradition assumée. Semblablement, le concept d'autorité se voit rapproché non plus de la raison, comme chez Gadamer, mais de son opposé le plus radical, la violence. Aussi, dans une ligne proche du marxisme, compris en un sens large, Habermas considère l'herméneutique comme travaillée par une distorsion que la rend idéologique. Le concept d'ontologie tient dans une science sociale critique la place qui tient le concept de malentendu, de mécompréhension dans une herméneutique de tradition. Le débat ne repose-t-il pas toutefois sur un enjeu bien voisin d'une expérience fondamentale? Pour Gadamer, disions-nous, toute interprétation présuppose un accord au niveau du langage, accord qui porte la compréhension, tandis que Habermas nie la réalité de cet accord, tout en la projetant dans le futur de l'émancipation recherchée. Cette émancipation est ainsi comme la visée eschatologique, le devoir être l'idée régulatrice de sciences critiques. Il faut donc placer toute la critique des idéologies sous le signe d'une idée régulatrice. Celles de la communication sont bornes et sont contraintes. L'action conscient est ici évident. L'idée régulatrice est plus devoir être qu'être, plus anticipation que réminiscence. Cette idée qui donne sens à toute critique psychanalytique ou sociologique. Dans la mesure où le théologien qui prend appui sur l'herméneutique de Gadamer, il lui est important de mesurer l'envergure du débat qui, au plan théologique, s'exprimera par
la mise en question réciproque de la théologie des sciences humaines. Assez classiquement, la question est posée en ces termes. La théologie développe-t-elle une compréhension propre de la foi, ou le message chrétien peut-il être adéquatement approché dans la transposition données certaines sciences humaines, telles que la critique des idéologies? L'intérêt théologique du grand ouvrage de Gadamer est certainement de rendre possible une structure philosophique de compréhension des messages de la foi. Les discussions que provoquera cette pensée du côté de l'école de Francfort, la critique des idéologies, montre néanmoins que la question reste ouverte dans ce dialogue de la foi avec les interprétations âprement réductrices fournies par les sciences du soupçon. Mais sans doute cette discussion doit-elle rester ouverte pour la vitalité même de la foi. Gadamer ayant suscité notre intérêt théologique, nous resterons donc attentifs à toutes les questions qu'il soulève et nous conclurons ce débat comme dans le bon dessiné à suivre. Donc, Gadamer, l'art de comprendre herméneutique, tradition philosophique. Ce volume, le premier d'un typique, propose une lecture de Gadamer. L'herméneutique, ils sont regroupés en 2 sections intitulées respectivement le problème de l'herméneutique et la tradition occidentale. Comme le souligne d'emblée les préfaciers Pierre Frochon, le premier groupe des textes est directement lié à Vérité et méthode, dont il s'agit de préciser la portée tout en promouvant l'universalité de l'herméneutique philosophique. Le premier s'interroge sur la place de la philosophie dans la société moderne, à une époque où le soupçon semble disqualifier non seulement la métaphysique, mais aussi toute forme de vision du monde. La philosophie ne peut-elle se justifier que comme philosophie de la science, c'est-à-dire comme positivisme, ou parce que la société actuelle est constamment obligée de prendre des décisions au-delà de limites de la connaissance scientifique. Une certaine anticipation de tout ne devient-elle pas nécessaire? Pour Gadamer, cette anticipation de tout réside dans le langage, en tant que gage d'un rapport inéluctable autour de notre être dans le monde, en tant que aussi que condition de l'avènement du dialogue. Le langage ainsi conçu, on appelle non à une science quelconque, mais à la rhétorique et à l'herméneutique. Cette herméneutique n'est pas une discipline particulière, mais comme le précisait les 2 textes rassemblés dans le second chapitre, une conscience indissociable du langage dans son rapport au monde, et au-delà de l'universalité relative des sciences, une approche radicalement universelle des problèmes de notre humanité. Les 2 chapitres suivants, qui provenaient de la 13e édition de Vérité et méthode, apportaient d'importants compléments aux éditions antérieures, tandis que l'un montre comment la perspective herméneutique a pu renouveler le sens historico-philosophique, la théologie ainsi que la jurisprudence, et comment la position de Gadamer se situe par rapport à elle, à celle d'Emilio Beatty, de Collingwood, d'Henrik Rothacker et de Leo Strauss. L'autre précise le rapport de l'herméneutique à la science. Toute science comporte une composante herméneutique, justifie une certaine imprécision du langage philosophique d'une interprétation quelque peu partielle du rôle de Schleiermacher et de Dilthey dans l'histoire de l'herméneutique, pour enfin répondre à l'acquisition du conservatisme. Habermas Apple.
Il soulignait le rôle crucial de l'expérience de l'art dans l'élaboration d'une herméneutique philosophique universelle. La discussion avec Habermas est reprise plus systématiquement dans le dernier chapitre de cette première partie, dans le paragraphe suivant résume bien l'enjeu. Si la problématique herméneutique ne veut céder sa place ni à l'universalité de la rhétorique, ni à l'actualité de la critique de l'idéologie, elle devra fonder son universalité propre. Elle devra précisément en présence de la prétention de la science moderne à absorber la réflexion herméneutique et à la mettre à son service. Et elle ne le pourra que si elle ne s'enlise pas dans l'immanence inattaquable de la réflexion transcendantale et si elle sait dire au contraire ce que cette réflexion produit non seulement à l'intérieur de la science moderne mais en face d'elle. De ces textes qui rassemblent la seconde partie du volume ont été choisis par Frischon afin de concentrer l'attention sur le débat de Gadamer avec Heidegger et la tradition philosophique occidentale, également de suggérer par l'ordre de la présentation que l'enjeu de ce débat se concentre finalement dans l'interprétation de la pensée grecque, avec laquelle renvoie en dernière instance discernement de notre modernité. C'est pourtant le débat avec Habermas sur le même thème que dans le chapitre antérieur qui se poursuit dans le premier chapitre et cette seconde partie, où Gadamer aborde à nouveau le rôle de la science de la société contemporaine, l'importance de la raison pratique et de la rhétorique, le rapport entre herméneutique philosophique et la critique des idéologies, ainsi que l'universalité de l'herméneutique. En réalité, je cite Gadamer, en réalité, l'expérience herméneutique est totalement mêlée à l'essence générale de la pratique humaine, dans laquelle la compréhension de l'écrit est englobée de façon certes importante, mais seulement secondaire. Elles s'étendent d'aussi loin que d'une façon générale la disposition au dialogue d'être raisonnable. D'ici, six textes suivants, les trois premiers sont consacrés à Hegel et à Heidegger. Gadamer interroge la nouveauté radicale de la pensée de Heidegger. Il souligne l'ambiguïté du rapport de celui-ci à la philosophie hegelienne, où l'on reste, pour ainsi dire, même lorsqu'on l'a surmonté. Et il s'efforce de préciser le sens et la portée de la logique de Hegel. Quant aux trois derniers chapitres, ils sont consacrés à Platon, à l'excursus sur la théorie de la connaissance, sur la dialectique qui contient le septième lettre, à la relation entre les sources indirectes et le dialogue, à propos de la doctrine de nombres idiots, ainsi qu'à la manière déroutante dont Socrate aborde l'amitié dans l'Elysis, au sens profond de sa démarche. En dépit de trop nombreuses coquilles et d'une maîtrise souvent boiteuse de l'expérience française, ce livre a le mérite d'offrir au lecteur un accès à l'œuvre d'un des plus éminents philosophes de ce siècle dont il lui permettra de mieux connaître à la fois le thème majeur, la diversité des orientations et l'unité fondamentale, celle, selon l'expression de Jean Grach, d'une tentative de philosophie dans l'élément de l'histoire sans trahir l'historicité même des pensées philosophiques. Après avoir, dans un travail antérieur, voulu comprendre l'herméneutique de Gadamer à la lumière de sa compréhension des traditions philosophiques occidentales, et notamment du platonisme qui l'inspire, on peut discerner dans une véritable méthode en particulier, non seulement une philosophie de l'art qui débouche sur une herméneutique générale, mais l'esthétique philosophique essentielle attachée à la manifestation de l'intelligible dans le sensible. Merci bien, voilà notre intervention est terminée. Au revoir, merci de votre attention.